tout le monde et bienvenue pour le 5e épisode du podcast Silence ça parle. Et aujourd'hui j'accueille le métier de chef maquilleuse avec Stéphanie Guillon. Bonjour Stéphanie, merci d'être là avec nous. Bonjour. Et j'ai avec moi Thomas Robert et Aline Weby qui vont poser toutes les questions qu'ils ont sur leur feuille. Et voilà, c'est super. Avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, histoire de contextualiser un peu votre parcours à nos auditeurs, auditrices. Et Stéphanie aussi, je te demanderai de te présenter en quelques mots. Voilà. Thomas, si tu veux commencer. Du coup, moi, c'est Thomas Robert, j'ai 22 ans, je suis électro et je réalise aussi. Ok. Moi, c'est Aline Weby, j'ai 24 ans, j'ai fait une fac de ciné et maintenant je suis maquilleuse sur des courts-métrages en autodidacte. Ok, Stéphanie Guillon, maquilleuse depuis 27 ans, plus particulièrement au cinéma. Ok, merci. Quel est ton parcours et comment tu as commencé dans le maquillage ? J'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai pas fait d'école de maquillage. J'ai appris un peu tout sur le tas et sans jamais être formée par un chef parce que je n'étais pas du tout bercée dans le milieu du cinéma et j'y connaissais rien absolument. J'ai fait vraiment ça par hasard. Donc j'ai appris tout sur le tas. À l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait un truc qui s'appelait la maison du film court. Et du coup, on pouvait s'inscrire là pour participer à des courts-métrages, etc. Et j'ai rencontré des gens de fil en aiguille en faisant un court-métrage après un court-métrage. Puis tu rencontres des gens, puis ils parlent de toi, et puis tu refais un autre parce qu'ils refont, etc. En fait, petit à petit comme ça. Et j'ai mis 10 ans pour faire ce qu'on appelle un carnet d'adresses, c'est-à-dire avoir des gens qui continuent à t'appeler régulièrement parce que ils apprécient ton travail ou ils te trouvent très sympathique. Donc voilà, ça, c'est le truc que tu entendras le plus. Un truc, on te dit jamais la prof parce qu'elle est bonne, on dit elle est vraiment sympa. Ah, ok. Et du coup, c'était pas une passion au début ? Pas du tout. C'est pas du tout une passion pour moi. C'est un job comme un autre. J'étais pas du tout... Moi, les seuls films que j'aimais bien et que je regardais étaient des films asiatiques qui, à l'époque, étaient très rares à être vus en France. Maintenant, c'est un peu la mode de voir des films asiates, surtout coréens. Mais à l'époque, moi, je regardais tous les films des frères Shaw et tout. Il y avait que ça qui m'intéressait avec Bruce Lee. Donc, si tu veux, c'était pas du tout le genre de cinéma français. Je ne connais rien au cinéma français. J'ai dû regarder après, tu vois, les classiques habituels ou les trucs comme ça. Et pas tous, parce que parfois ça m'ennuie. Mais du coup, non, c'était pas du tout une passion. Je pense que ça ne l'est pas encore, parce que ma définition de la passion, c'est quand même un truc pour lequel tu peux pas t'arrêter de vivre. Et si demain tu me dis il faut faire autre chose, je ferai autre chose, quoi, tu vois. Ok. Donc voilà. T'as eu l'opportunité de rentrer dedans et du coup t'es... Ouais, c'est ça. C'est vraiment par... j'avais des copains qui avaient une scène ouverte, qui faisait du café-théâtre, qui était super, qui s'appelait le TBH. Et en fait, pour rigoler, je venais les maquiller, moi, tu vois, tous les vendredis soirs. Et puis, j'ai une copine qui m'a dit « Ah, tu devrais faire ça ». J'ai dit « J'ai déjà un boulot. » Pas besoin. Et elle m'avait donné de l'argent. Elle m'avait dit mais si, vas-y, fais un stage de maquillage. Alors je dis j'ai pas fait de stage, j'ai fait une semaine alors je ne connaissais rien, donc je suis allée chez Make Up Forever parce que c'est le premier qui est sorti, tu vois, dans les trucs. Ouais. Et la fille, elle faisait un côté du visage et moi je recopiais l'autre. Voilà, une semaine, autant te dire que tu n'apprends rien, hein, tu fais juste de la copie. Donc et après j'ai eu une autre des filles du TBH là qui m'a dit la maquilleuse est malade sur une pièce de théâtre, est-ce que tu veux venir la remplacer ? Moi, jeune, innocente, je dis oui, pourquoi pas ? Et là, c'était Cyrano de Bergerac. Il y avait donc un nez à poser. Et donc, évidemment, je n'avais jamais posé de nez. Et la maquilleuse malade me dit non, mais tu vas voir, c'est simple. Elle me montre. Et donc, je le refais. Et j'ai passé, je pense, je ne sais plus combien c'était. Je ne sais pas si je l'ai remplacé 5 jours au truc, parce que ça remonte à tellement loin, au secours. Et du coup, je l'ai remplacé. Et c'était tellement bien. Le théâtre, c'est génial. Alors, je suis déçue parce qu'on en fait peu, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour... ou alors, il faut une création particulière en maquillage. Mais l'énergie qu'il y a là-dedans... Là, tu as vraiment le groupe. Tu ne peux pas te passer... Chacun est essentiel et c'est vraiment, comme c'est du one shot et c'est un soir et tu ne répètes pas, tu ne peux te passer de personne. Donc tout le monde est important et tout le monde est respecté.
Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. En plus, c'était au De Jazet. Et le monsieur qui tient le De Jazet est un monsieur fantastique qui aime son métier, qui aime le théâtre, qui aime les comédiens. Donc, c'était ultra agréable. Je dis, oh, c'est bien ça, moi, je vais faire ça. Et c'est pas le même ressenti sur les plateaux de cinéma? Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Le théâtre et cinéma, c'est pas du tout la même chose. Ok, d'accord. Enfin, moi, comme je l'ai vécu à cette époque-là. Oui, Après, j'ai commencé au De Jazet. Encore une fois, le directeur du théâtre du De Jazet est un monsieur qui aime l'art, qui aime les comédiens, qui aime les techniciens. Donc, tu vois, c'est toujours pareil. Il y a des films où tu es très bien traité et ça se passe très bien et on respecte ton travail. Et puis, il y en a d'autres, c'est tout le contraire. Quoi. Oui, Si tu pouvais ne pas exister, ce serait vraiment génial. Ça dépend des réals en général. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le chef d'orchestre, le Ouais, réal. c'est ça. Donc, si lui, il amène un truc, tu vois, j'ai fait deux tout petits films, des premiers longs, avec 2 réals qui étaient extraordinaires, qui ont amené une énergie dans le groupe qui était fantastique, que je n'ai pas eu sur des films où les mecs ont beaucoup d'expérience, par exemple. Donc, c'est vraiment la L'humain, tête, ça. l'humain qui amène ça, cette énergie-là. Le respect de ton travail ou pas. C'est vraiment le réal qui fait ça. Alors, pour faire la transition, moi, après, j'ai mis 10 ans, hein, donc c'était très long. J'ai fait des courts-métrages. Et je te dis, en fait, sur les courts-métrages, le truc, c'est que tu vas rencontrer des gens. Alors, premier truc à savoir, c'est que quand tu fais un court-métrage, il vaut mieux faire un court-métrage qui est produit, parce qu'il y a une boîte de production derrière, et que eux, s'ils aiment bien ton travail, ont d'autres choses, et vont te permettre peut-être de donner ton nom, etc. Quand c'est autoproduit, à moins que ce soit, tu lises un scénar et que tu te dises c'est un futur chef-d'œuvre, c'est génial, le truc, il y a un vrai truc, ou que tu aies, toi, des choses à travailler dessus qui sont intéressants pour toi, parce que le court-métrage, c'est ça, tout le monde fait ses marques dessus. Donc, en fait, tu vas pouvoir, s'il y a un truc technique que tu as envie de travailler et qu'on te donne l'opportunité de le faire, bon, bah là, c'est banco. Mais souvent, je faisais attention, moi, d'avoir une production derrière, parce qu'au moins, les gens, si jamais ils ont besoin de quelqu'un, ils vont penser à toi, à savoir que c'est quand même le dernier qui a parlé, qui a raison, donc ils en rencontrent plein, hein, donc il faut se rappeler à leur bon souvenir en disant... Parce que oui, sur un court-métrage, tu es la seule maquilleuse qu'on appelle en général. En général, oui, il y a une maquilleuse, parce que t'as pas les courts-métrages, c'est souvent des petites choses, donc ça pas 150 Oui, donc il figurants. n'y a même pas une chef pas de maquilleuse trucs. avec qui tu peux sympathiser pour Non, qu'il non, t'amène... en général, tu es tout seul. Ouais, ouais. 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 Puis Même c'est pour- souvent, même puis sur c'est des souvent longs, les chefs maquilleuses, pour les faire venir sur les courts-métrages, il faut soit que ce soit un pote, soit que le sujet soit vraiment exceptionnel, mais la plupart du temps, tu prends des jeunes maquilleurs parce que les chefs, ils se déplacent pas, ou les gens qui ont un peu de renommée, ils veulent pas, ils y vont plus, ils en font plus, parce que c'est des laboratoires, les courts-métrages. Tu vois, sauf si, moi j'en ai fait un il y a pas longtemps, parce que je connaissais la comédienne, tu vois. Et après, comment tu as fait du coup cette transition entre ton métier d'avant et quand tu as commencé à gagner ta vie avec le cinéma? Est-ce que ça a été compliqué? Ouais. Est-ce que ça a mis longtemps? Est-ce que tu C'est avais très toujours compliqué. un job alimentaire à côté ou pas forcément? Alors, le problème, c'est ça. C'est qu'à l'époque où moi, j'ai commencé, il fallait être très disponible. Si tu n'étais pas disponible, on t'appelle 1 fois, 2 fois, après, au revoir, tu vois, on t'appelle plus. Donc, ça a été très compliqué. Ça a été une période un peu difficile, parce que moi, quand j'ai commencé à vouloir travailler là-dedans, si tu veux, j'ai dû à un moment, tu peux plus faire les deux. C'est pas possible, tu peux pas prendre. Si on te dit, oh ben voilà, on a un tour. Quand tu commences les courts-métrages, ça va, tu arrives à jongler entre les deux. Quand tu commences à faire du long-métrage, par exemple, tu as fait 2 courts-métrages avec un gars, puis il te dit, bah voilà, on m'a produit mon prochain long, j'aimerais que tu viennes avec moi. Bon, bah là, 2 mois, pour dire à ton employeur, oui, alors je vais prendre 2 mois, puis je reviendrai plus tard. Ça marche pas. Donc, tu es obligé d'arrêter. Et c'est là que c'est compliqué, parce que si tu t'arrêtes, bah faut que tu manges, quoi. Tu vois, faut que tu payes tes factures et tout. Alors, si t'as tes parents et tout, c'est super. Mais si t'es tout seul, voilà, ça devient un peu plus compliqué. Donc moi, ça a été une vraie galère. Hein. C'est vrai que j'ai perdu mon appart. J'étais obligée d'aller dormir chez les copains, les copines et tout. Je ne sais pas comment j'ai eu cette endurance pour un truc qui ne me passionne pas. Mais voilà, écoute, j'ai dû trouver un truc qui devait être fort sympathique dans ce boulot. Je ne sais pas lequel. Mais ça a été compliqué, vraiment. C'est-à-dire, vraiment, j'étais à la rue avec mes bagages à aller chez des copains, des copines en disant et à pas avoir beaucoup d'argent au début. Puis tu continues, puis tu te dis, bon, ça va, à un moment, ça va boucher. Mais je te dis 10 ans. 10 ans pour pouvoir vivre correctement de ce métier. Après, moi, ça fait 27 ans que je fais ça, à peu près. Et tu vois, avec le statut d'intermittent, je suis toujours en train de me dire...
Ouais, peut-être... qu'est-ce qui arrive? Ouais, est-ce que je vais avoir... Alors que tout le monde te dit, bah non, mais avec le truc que tu as fait, tu peux pas douter encore. Ah Bah oui. si, parce que t'es pas tout seul, parce qu'on est nombreux, parce que tu es au bon vouloir de gens ou de trucs et tout, et que du jour au lendemain, on peut te dire, on peut ne plus t'appeler, quoi. Même si tu as, tu vois, un plan de carrière ou un machin, quoi. Ouais, c'est aléatoire. Ah bah ouais, c'est hyper- ça, le statut d'intermittent, c'est difficile. Hein. C'est un jour oui, un jour non, t'as pas de stabilité. Pour revenir du coup sur un plateau de cinéma, le travail de maquilleuse en tant que sur un plateau de cinéma, est-ce que tu pourrais dégrossir un petit peu les différents types de maquillage qu'on retrouve au cinéma? Parce que je sais, il y a le maquillage un peu classique naturel, les FX, tout ça, mais moi c'est un peu flou dans ma tête du coup. Alors, comment je vais te dire ça? Sur un plateau, en fait, nous, on a peu d'interventions. En fait, notre intervention principale, elle est faite en amont. Donc, sur le plateau, on va faire uniquement ce qui vont être des retouches ou des ajustements quand il y a des effets spéciaux. Donc, en général, tu as soit les make-up beauté, dits traditionnels et tout, qui vont de un no make-up à un make-up, tu vois, qui peut être un make-up de fashion show ou truc comme ça, de beauté, mise en beauté, ou glam, ou truc comme ça. Et puis, tu as ce qu'on appelle les petits effets, donc tout ce qui va être impact de balle, coupure, cut, tu vois, des petites blessures qui sont faites soit à la main, soit avec des prothèses simples, qu'on appelle des transferts, en général. Et puis, tu as les MFX, les maquillages effets spéciaux, qui sont faits en corrélation avec un atelier de prothèse. Alors, tu as deux écoles. Hein. Soit en fonction des effets qui sont faits, ça peut être une gorge étranglée, un masque complet, genre un loup-garou, un truc comme ça, peu importe. Soit tu fais intervenir, souvent quand c'est des très gros effets comme ça, les prothésistes viennent sur le plateau. Donc, toi, tu vas travailler la direction artistique avec eux et ensuite, eux interviennent techniquement et viennent sur le plateau avec toi pour ces effets-là parce que c'est vraiment un autre métier. Ok, il y a les prothésistes. Ouais, Toi, ouais. tu es chef maquilleuse. Ouais. Donc, chef maquilleuse, en fait, ça veut dire que tu vas créer le look visuel du film et tu vas gérer toutes les équipes qui viennent après, travailler en corrélation avec le coiffeur, le costumier, le réalisateur évidemment, et les prothésistes éventuels s'il y en a. Voilà. Ok, donc c'est toi qui coordonne un peu tout, voilà, exactement. tous ces pôles. Est-ce que tu peux nous détailler le travail de préparation? Par exemple, on t'appelle pour un projet, on te donne un scénario. Toi, à partir de là, à Quel quoi va tu être mon vas travail? réfléchir? Qu'est-ce que tu vas faire et à quel moment dans ta préparation tu vas commencer à parler avec les costumiers, les coiffeurs et tous les autres? Alors ça c'est facile, c'est le travail le plus important et le plus gros d'un travail de maquilleur. C'est-à-dire, tu reçois un scénario, donc tu vas lire le scénario, tu acceptes ou pas de le faire en fonction de ce que tu lis. Et la première chose, c'est que tu vas rencontrer le réalisateur. Donc, tu as lu le scénario. Alors, en général, maintenant, moi, j'ai l'habitude. Donc, quand je lis le scénario, je note déjà des trucs techniques qui vont être importants. Je fais un pseudo-pré-dépouillement, mais rapide, tu vois, pour avoir à parler de quelque chose avec le réal et pas juste de ses vacances. Donc, quand j'arrive, en fait, si tu veux, j'ai rendez-vous avec le réalisateur et on parle de comment on a ressenti le scénario, quelles sont les ambiances générales que moi j'ai sorties et ce que je peux lui proposer pour ces personnages. Ça, c'est la première phase et on voit si on s'entend bien. C'est vraiment un truc de ressenti. Ensuite, bon, après, tu rencontres le directeur de prod et les machins, mais avant, tu vas faire ce qu'on appelle un dépouillement. C'est-à-dire que scène par scène, en fait, tu vas lister les choses qui sont nécessaires. Ça, c'est le plus gros travail du maquillage. C'est le dépouillement et la préparation des looks des comédiens. Donc, tu prends scène par scène et mettons, tu as 3 personnages. Et bah, tu vas dire, bah, ce personnage dans cette scène, il y a ça, ça, ça. Est-ce que j'ai besoin d'effets? Est-ce que j'ai besoin, s'il va dans l'eau, tout ce que j'ai besoin de faire pour qu'il aille dans l'eau, pour que le maquillage tienne, etc. Donc, c'est toute la partie technique qui est la plus importante. Si ton dépouillement est bien fait, sur le set, tu es tranquille à 80%. C'est-à-dire qu'après, tu n'as que des petits trucs externes qui peuvent arriver, mais ton travail, le plus important, c'est le dépouillement. Donc là, je vais tout lister. Je reviens voir le réal et on fait une lecture technique avec tous les postes
tous les chefs de poste. Et là, c'est le plus important aussi, parce que tu vas rencontrer le chef-op, le costume, la coiffure, enfin tous les autres chefs de poste, la régie, les trucs, et tout ça, c'est très important pour nous. Et on met tous en corrélation, et le chef déco, parce que ça, c'est important pour nous au maquillage aussi. Et on met tous en corrélation nos problématiques sur le film. Et on va soulever des problématiques dans ces réunions-là qui font qu'on va peut-être modifier la façon dont on fait nos trucs. Je te donne un exemple. On est dans une scène avec 4 personnages autour d'une table dans une maison. Et la déco te dit donc l'ambiance, ce sera chalet, donc tout brun, les murs. Et le chef-op te dit on est éclairé à la bougie, donc brun-orange. Et là, dans ton scénario, c'est marqué que les personnages sont tous un peu maladifs, etc. Là, t'auras beau mettre tout le blanc que tu peux, gris, ils seront jamais malades. T'es dans du marron et dans du orange. Donc là, tu peux dire tout de suite à ton chef, à ton réalisateur, alors là, pour les rendre maladifs, ça va être un peu compliqué si moi, j'ai pas soit une autre lumière, soit on change. Donc, en fait, si tu veux, c'est cette problématique-là. Et on va dire, voilà, avec ce genre d'ambiance-là, je peux pas les rendre malades. C'est pas possible. C'est-à-dire que même si je leur jette un pot de peinture blanc sur la tête, ils seront orange. Parce que je suis à la bougie, dans un chalet. Donc, soit on travaille avec le chef opérateur et avec le chef électro pour avoir une toute petite lumière directionnelle de temps en temps, un peu plus blanche, tu vois, pour soulever juste des angles de trucs. Soit on travaille la lutte pour qu'il y ait un truc qui m'aide un peu. Soit on dit, bon bah non, l'ambiance est plus importante, donc c'est pas grave. On dit qu'ils sont malades, mais on va juste marquer des cernes ou des trucs, mais on ne fera pas de teint blanc. Tu vois, tout ça, c'est des travaux préparatoires. Une fois que tu as fait ça, moi, je fais des espèces de mood board, comme un peu en mode, où tu as la photo de ton comédien, toutes les ambiances qu'ils vont avoir, tous les détails de scène où ils vont avoir soit une blessure, soit un truc. Donc ça, c'est un travail colossal. Hein. C'est vraiment un truc, ça te prend... En général, les directeurs de prod te donnent 1 semaine pour préparer un film de 2 mois. Quand il est contemporain, autant te dire que tu en es à plus de 3 semaines de travail. Ouais. Tu vois ? Parce que c'est vraiment... Rien que le temps de dépouiller un scénario et juste de le lire et de faire ton premier dépouillement, c'est à peu près... t'en as pour 1 semaine. Tu vois ? Donc, après, le reste, tu vas contacter les comédiens quand ils sont validés par la production, aller voir le costume, avant que tu vois le costume aussi en même temps, pour voir quelles ambiances de costume elles ont faites. Tu parles avec ton collègue coiffeur. Ça, pour nous, les maquilleurs, c'est très important. On est vraiment en binôme avec le coiffeur. Donc, il faut vraiment bien se connaître, avoir la même vision artistique, parce que sinon, c'est le chaos. Et ça, en France, ils ne comprennent pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, ils te choisissent juste parce que tu es sympa ou que ils ont vu ce coiffeur-là et ils ne comprennent pas qu'en fait, on a besoin, nous, d'être en binôme et que c'est important que soit l'un ou l'autre se choisissent. Ouais. Et tu ne peux pas imposer un coiffeur, en fait, à un maquilleur. Enfin, ils le font tout le temps, si tu veux, mais souvent, c'est qui tout double. Hein. C'est un 50-50. Soit ça se passe très bien, vous avez la même vision artistique et tout va bien, soit c'est un chaos intersidéral et là... C'est un enfer pendant 2 mois et demi. Parce qu'en France, surtout, mais si tu dis en France, c'est parce que dans d'autres pays, ça se comprend plus. C'est-à-dire que on a un côté en France qui est très sympa, qui est très artisanal du cinéma, donc on peut faire beaucoup de choses, mais on a un côté un peu genre d'un joyeux chaos, si tu veux. C'est un peu le bordel, c'est un peu... Tu vois, on fait du cinéma artistique, nanana. Quand tu travailles avec des Anglais ou avec des Américains, par exemple, il y a un côté très régulé. Alors, c'est un peu trop chez eux, hein, c'est vraiment chacun à sa place. Tu peux pas déplacer la caisse si tu es sur le set et que tu as le malheur de voir quelqu'un qui déplace la caisse de la maquilleuse, il se fait défoncer parce que non, tu ne touches pas à la caisse, c'est pas ta caisse, tu vois. Donc, il y a un truc un peu... Mais il y a, de leur côté, un peu plus de respect du travail de chacun. Okay. Nous, il y a vraiment des trucs où... Vraiment, tu sens qu'il n'y a pas de respect pour ton travail, que tu n'as pas de considération. Ah ouais. Bah, nous, on le voit, je pense qu'on est le seul pays qui ne récompense pas notre catégorie, par exemple. Je m'étais noté cette petite information. C'est trop remarqué. Mais non, il y a parce un que manque si de on considération pour le métier du maquillage. Mais parce qu'on ne connaît pas. Je pense que parce qu'ils ne connaissent pas. En fait, le vrai truc... Peut-être. Oui, c'est-à-dire que nous, la seule chose qu'ils voient, c'est la phase immergée de l'iceberg.
quand tu as bien fait ton travail, sur le set, tu as très peu de choses à faire. Donc tu vas faire des raccords, donc on ne voit ton travail que quand tu interviens sur des effets. Et là, alors là, tu as tout le monde qui fait « Oh, ah ouais, d'accord ». Tu vois. Ou alors une fois j'ai vu ça. Enfin SFX ou FX. Voilà. Donc du coup, tu as l'impression qu'il n'y a que des SFX qui marchent. Ou alors, ça m'est arrivé une fois d'avoir quelqu'un, je ne sais plus s'il était à la machinerie, donc le truc où nous, on n'a pas trop de rapport avec eux. Hein. Et le mec vient me voir et il me dit « Oh, non mais là, c'est fou. Hein. Moi, j'ai vu le comédien passer ce matin et je le vois arriver en loge. Je vois ce que tu fais du coup. » Ok, tu vois, donc parce qu'il l'avait vu, mais il les voit, on les voit jamais. Donc, tu vois jamais la transformation. Ouais. Et même pour les comédiens, parfois, quand tu fais du no make-up, ils se rendent pas compte en fait du travail qu'il y a. Parce qu'une fois, moi, j'avais une stagiaire avec moi à qui j'ai dû expliquer comment ça se passait dans ma tête pour faire un no make-up. En soi, un no make-up, tu es censé pas le voir. Hein, c'est le principe du no make-up. C'est-à-dire que tu vas travailler les choses pour la lumière. À la caméra pour que le visage sorte à la lumière, mais ça doit être entièrement transparent, tu ne sens pas de matière, tu ne sens pas de truc, mais tu dois modifier certains volumes du visage, certaines choses. Donc ça, c'est vraiment un truc que tu fais régulièrement. Et donc je lui expliquais, tu vois, là, les volumes de la dame, ils sont pas droits, donc il faut relever ça, on met une ombre là, on rajoute une là, mais ça va vite, les gens, ils le voient pas quand on le fait. Quand tu as l'habitude, en fait, tu regardes les gens, tu dis, bon, ok, hop là, j'ai corrigé ça, tout va bien. Tu vois, ça va très vite. Si tu l'expliques pas, eux, ils ont l'impression que tu passes du fond de teint, de la poudre, allez hop, terminé. Ils se rendent pas compte, en fait, qu'il y a un vrai travail de structure des volumes du visage pour que ça sorte correctement. Et du coup, la comédienne, elle m'a regardée, elle me fait « Ah bon, mais tu penses à tout ça quand tu me fais ?» Je dis « Alors oui. » Tu vois, mais même eux, parfois, ne se rendent pas compte du truc. Soit parce qu'ils sont... Alors, c'est pas forcément... De la part des comédiens, c'est pas forcément une méconnaissance, c'est aussi parce qu'ils sont concentrés. Oui, c'est ça. Ils s'imprègnent du truc et tout. Et il y en a certains qui connaissent pas. Mais la plupart des techniciens avec lesquels on travaille, même des gens d'expérience, ne comprennent pas ce qu'on fait parce qu'ils ne le voient pas. Et surtout, on est à l'écart. Il y a les loges, enfin le coin à T'es en dehors du plateau. Nous, quand on arrive, on est derrière le comédien avec le truc. Il voit juste qu'on est la babysitter du comédien, quoi. Tu vois, c'est juste ça qu'il voit. Donc, en fait, je pense que c'est aussi dû à une méconnaissance de notre travail. Et tu vois, pour en revenir à ce qu'on disait avant en truc, c'est je ne comprends pas pourquoi le make-up n'est pas intégré dans les écoles de cinéma. Parce que tu peux faire le plus beau make-up du monde. Si tu n'es pas en corrélation avec le chef-op, le chef électro, il va être ruiné en 30 secondes. Et ça m'est arrivé pas plus tard que sur un projet que j'ai fait là, il y a quelques mois, où c'était mais catastrophique. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, mais est-ce que vous lisez... Au chef-op, j'ai dit, mais est-ce que tu lis le scénario ? C'est-à-dire, est-ce que tu as lu en fait ce qui était écrit dans le truc ? Parce qu'en fait, là... C'est du sabotage, quoi. C'est-à-dire, on vient, le gars doit être malade, doit être truc, et tu mets tout en lumière chaude. Je dis, donc, on peut même pas vendre le truc. Les gars est en sida phase terminale. Et tout le monde te dit, ah, mais il y a bonne mine. Je dis, mais les gars, en fait, lis le scénario. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi ? Si tu me mets du rouge sur sa gueule, il sera jamais malade, quoi. Et du coup, à ce moment-là, tu peux avoir un dialogue avec le chef électro ou le chef-op ? Non, c'est vraiment... En général, c'est mais c'est l'ambiance du film. Hein, donc, c'est à toi de faire la fée clochette avec ta poudre de perlimpinpin, quoi. De la magie, donc, en gros, tu peux pas. Ce n'est pas possible. Et après, tu as des corrélations avec certains chefs-op qui sont extraordinaires, qui comprennent ton travail. Alors, en général, c'est des vieux monsieur parce qu'ils ont eu l'habitude avec la pellicule. Et donc, tu n'as pas cette réponse qui m'horripile à chaque fois où on te dit « Non, mais on verra à l'étalonnage. » J'ai envie de les taper. Et je lui dis, mais à l'étalonnage, gars, tu n'auras pas mes documents de travail, tu n'auras pas les trucs, on ne sera pas là, nous. Et donc, vous allez un peu faire, et tu t'inventes pas des trucs. Et puis, il y a des trucs à l'étalonnage que tu ne peux pas faire. Quand ta base, elle n'est pas faite, bah, excuse-moi, mais... Et puis, ça coûte cher d'étalonner. Tu vois, donc en fait, tu dépenses plus d'argent. Il y a aussi un truc qu'il faut prendre en considération, c'est qu'un film, ça coûte cher. Et le plus tu peux faire le travail correctement, moi, j'ai honte, en fait, si le mec me dit, j'ai dû réétalonner derrière le maquillage. Quoi. C'est la honte. Tu vois, pour moi. Mais parfois, tu es obligé parce que, il n'y a pas eu de lecture de groupe, il n'y a pas eu de travail de groupe. Et on oublie beaucoup que c'est un travail de groupe. Que tout le monde doit travailler ensemble. C'est un truc essentiel. Tu peux pas faire un film tout seul. C'est pas possible.
Ouais, Ou y en alors a tu qui le fais l'oublient avec des fois. Nikon Film Festival, avec ton téléphone et point terminé. Et encore, t'es pas tout seul, t'as des comédiens, Ouais. des trucs. Ouais, c'est Mais ça. avec des techniciens, en fait, si les gens sont là, c'est qu'ils ont une fonction, en fait. Donc, il faut l'utiliser. Tu vois, quand tu fais les Oscars, par exemple, au truc, c'est des gens de ta catégorie qui votent. Ah, ok. Donc, Ah, c'est... je savais pas. Bah, moi non plus, je savais pas, je l'ai su là parce qu'on est nommé. Mais, Ouais. mais tu vois, je savais pas. Et en fait, c'est des gens de ta catégorie. Donc, en fait, je trouve ça très gratifiant parce que c'est des gens qui savent, tu vois, ce que tu fais. Moi, j'ai une question par rapport aux comédiens. Je sais que c'est un métier où vous êtes beaucoup en proximité avec les comédiens. Oui. Et comment on aborde cette relation, mais aussi, je sais qu'il y a des comédiens qui ont leur maquilleur ou maquilleuse attitrée. Est-ce que toi, ça a été ton cas dans ta carrière? Ou est-ce que tes projets, tu les choisis justement au scénario ou aux comédiens des fois? Enfin, Alors, moi, les gens qui m'appellent vont être soit le directeur de prod, soit le réalisateur, soit un comédien. ok. Voilà, donc en général, soit j'arrive sur un projet parce que le comédien a dit bah, moi j'aimerais que cette personne vienne avec moi, soit le directeur de prod, soit le réalisateur, parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Alors, ta première question c'était comment tu appréhendes avec un comédien. Eh bien écoute, c'est un peu c'est technique, quoi. C'est-à-dire que tu vas le rencontrer, tu vas expliquer, montrer ton mood board, expliquer ce que tu veux faire comme type de personnage, le mettre en corrélation avec ce que lui a pensé de son personnage. Tu vois, c'est d'abord une discussion dans laquelle tu vois si c'est fluide, si ça passe et tout. Et ensuite, on va avoir des démonstrations techniques. Donc la technique, elle vient après, parce que tu vas faire des essais, des choses comme ça. Donc ça, c'est ta première rencontre. Après, ça passe ou ça casse. Si ça passe bien, bah, tant mieux. Si ça passe pas, bah, tu t'en vas, puis il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Et puis après, oui, moi j'ai déjà eu des comédiens avec lesquels j'ai travaillé sur plusieurs films. Alors nous, on n'a pas de trucs très attitrés, tu vois, comme certaines stars aux États-Unis qui sont depuis 25 ans avec leur make-up artiste. On n'est pas comme ça bouge un peu et tout, mais il y a des comédiens avec qui j'ai fait plusieurs films régulièrement, tu vois. Voilà, qui t'appellent régulièrement parce qu'il y a une relation de confiance qui se crée, etc. J'essaye, moi, de garder une certaine distance, en fait, et de ne pas être trop proche à chaque fois et d'essayer d'être assez professionnel, même si tu rigoles de temps en temps, mais parce que sinon, ça amène, je trouve, selon moi, des relations un peu ambiguës quand tu es sur un set où il y a... Quand tu es trop proche, tu dépasses une barrière de travail, en fait, et on va se permettre des choses avec toi qu'on ne devrait pas se permettre. Tu vois, ça peut être on te parle un peu plus sec, des trucs comme ça, et je trouve que c'est contre-productif pour le travail, aussi bien pour eux que pour nous. Tu vois, donc je préfère que ça reste sur un truc, c'est travail. Pas mes copains. Tu vois, après, ça arrive, hein. Tu vois, il y a des gens que tu rencontres et c'est un coup de cœur. Voilà, moi, j'ai rencontré des comédiens et on est amis, on se voit en dehors et tout. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des coups de cœur, mais parce que c'est la personne, tu vois, c'est pas en temps. Et je trouve que c'est plus dur de travailler avec ces gens-là, parce que quand c'est tes potes, tu as tendance à partir dans des franches rigolades et tu te dis non, attends, il faut qu'il reste il faut qu'il reste concentré. Moi, je trouve que c'est plus dur de travailler quand tu es un pote avec quelqu'un. Parce que tu ricanes tout le temps, ou parce que... Et tu te dis, attends, non, il faut pas que je parle comme ça. Tu sais plus où est la barrière. Voilà. Et puis même vis-à-vis des autres comédiens qui sont à côté. J'avais une petite question pour retourner sur le sujet de la préparation. D'un point de vue plus technique, sur le budget et le matériel, comment ça s'organise? Par exemple, tu vas faire un long métrage. Est-ce que tu fais un budget prévisionnel de tout le maquillage qui sera utilisé et tu l'achètes et tu te veux créer un nouveau kit, ou alors est-ce que tu te fais défrayer ton propre matériel que tu ramènes sur plusieurs tournages? Alors, en général, tu fais un budget, avec l'expérience, tu sais à peu près ce que tu vas avoir, donc ton budget, tu donnes une approximation à ton directeur de prod en lui disant, voilà, je vais en avoir pour à peu près ça, avec ou sans prothèse, en fonction parce que les prothèses, ça coûte très cher, donc ça monte directement ton budget en général. Donc en général, moi, je fais un budget prothèse et un budget, tu vois, make-up, entretien, truc bidule. Donc mon budget, si tu veux, j'ai un kit de base. Donc ça, en fonction du salaire qu'on te paye, tu peux faire payer ta bijoute ou pas.
parce que c'est du matériel que tu vas utiliser. Ça coûte extrêmement cher, le matériel de maquillage. Donc, tu peux te faire défrayer ta bijoute, comme le font les électros, les machinaux, tu vois, en disant, ça, c'est le kit de base qui est renouvelé régulièrement. Ça fait, tu vois, on te le prend, on te donne un défraiement pour ça. Puis, je vais acheter des choses qui vont être spécifiques, que j'ai pas forcément dans mon kit, ou que j'aime, mais qui sont anciens, ou des choses comme ça, ou qui sont entamés. Et quand tu es avec des comédiens, c'est bien d'avoir un truc propre et clean, si c'est un truc qui s'épuise. Puis, il y a des dates de péremption, donc il y a des choses que tu vas épuiser. Et là, je fais un budget en disant, voilà, pour ce film-là, je vais avoir tant de budget. Donc tu prévisionnes, donc tu sais exactement, c'est pour ça dans ton dépouillement, ça compte aussi, c'est-à-dire que ça tu le sors de ton dépouillement en disant là je vais avoir besoin de sang, là je vais avoir besoin de ça, là je vais avoir besoin de ce type de make-up. Donc ta lecture de scénario elle est tentaculaire, hein. Ça part des looks, de la régie, de tes défraiements, tu vois que tu as besoin, parce que mettons la régie, je te dis ça parce que tu as une scène par exemple où elle est au milieu, elle va dans l'eau, ou elle est au milieu d'un truc où elle se prend des giclées de sang. Il faut que tu prévois avec la régie d'avoir des bouilloires, de l'eau chaude, une table, une petite tente avec un chauffage parce que tu vas devoir les nettoyer. Tu vois, tout ça se prévoit, et tout ça c'est dans ta lecture de scénario. Parce qu'en fait, il faut tout anticiper. Quand tu lis ton scénario, en fait, moi, quand je lis mon scénario, je lis le truc artistique et après, je pense à tout ce que je dois anticiper, tout ce qui va se passer. Ça, tu l'apprends avec l'expérience. Tu sais que, oh là, dans l'eau, ok. Donc, chaufferette, machin, truc, bidule. Directement, il y a une liste. Il y a une liste qui sort en disant, voilà, alors là, attends. Serviette au cas où, machin, trousse de secours. Quand tu fais des gunfights, tu vois, des trucs avec les trucs, alors là, moi, j'ai une pharmacie. Parce que quand il y a des armes dans des séquences, tu rentres en compte directement pour le look. Ah non, mais je sais qu'il va y en avoir un qui va se blesser, qui va se prendre un coup dans le truc et tout. Donc, j'ai de l'arnica, du machin, du truc, c'est dans mon sac de face. Et à chaque fois, ils se retournent, ils font « Clochette !» Ça, c'est parce que c'est mon nom au Cinoche. « Clochette, est-ce que t'as pas un bandage? T'as pas des boules caisses? T'as pas... » Tu vois, t'es la pharmacie de service, quoi. Donc moi, j'ai des trucs de médecine naturelle, machin, mais qui font très efficace. C'est-à-dire les coups, l'arnica, c'est très bien. C'est très perso pour moi, parce que je me dis, j'ai pas du tout envie demain de couvrir 57 bleus, tu vois. Donc tu vas mettre ton arnica, parce que demain, sinon, j'ai 50 kilos de trucs à recouvrir. Donc ça m'arrive très souvent. Et donc, tu vois, c'est tentaculaire. Donc ça rentre dans ton budget aussi. Donc j'ai un budget pharmacie, j'ai un budget maquillage traditionnel et j'ai un budget SFX. Ça, tu vas le donner à ton directeur de prod et il va accepter ou pas ton budget. En général, ils savent très bien comment ça se passe et ils acceptent. Tu peux avoir à négocier. Dans ces cas-là, tu sais ce que je fais? Moi, je fais le listing. Je dis, alors voilà. Donc ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Où tu vas acheter le matériel? Alors moi, j'achète beaucoup chez Plein Phare. Beaucoup en ligne, certains trucs, parce qu'il y a des choses que tu ne trouves pas en France, dont j'ai besoin parfois. Et chez Delorme, parce qu'il y a Delorme, c'est un magasin qui fournit la coiffure et tout, et il y a des choses chez eux dont j'ai besoin parfois, tu vois, en petit matériel, un truc comme ça. C'est les deux lieux où je vais, où j'aime bien aller. Plein Phare parce qu'ils ont beaucoup de choses et beaucoup de matériel qu'on ne peut pas trouver ici, sauf en ligne. C'est parce que ça vient des États-Unis ou des choses comme ça. Ils ont des très beaux sangs, ils ont toutes les palettes de skin, etc. J'adore les filles, elles sont très chouettes là-bas et elles connaissent bien les trucs. Alors nous, au cinéma, on ne peut pas faire de réseaux sociaux et de trucs comme ça parce que la première chose que tu fais quand tu fais un film, c'est souvent tu signes un DNA, un Non-Disclosure Agreement, donc tu n'as pas le droit de parler du film entre le moment où tu commences et le moment où le film est sorti, et voire parfois même après. Tu ne peux pas dire certaines choses. Donc, en général, tu vois, tu vas chercher des sponsors et tu en échanges. Tu leur dis, bon, voilà, on vous invitera à la projo d'équipe, vous avez votre nom au générique en remerciement, et une fois que le film est sorti, vous pouvez... faire un peu de pub en disant voilà, on a travaillé avec telle et telle personne sur ce film, etc. Tu vois. Oui. Est-ce que tu peux donner des exemples de budget make-up, par exemple pour un film où il y avait principalement que du naturel et un film où il y avait plus de SFX?
Oh là là, alors ça c'est très variable parce que sur un film naturel, ça va dépendre du nombre de comédiens, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent. On l'a pas dit, oui, mais tu as travaillé sur Astérix et Obélix, The Substance, Vermine, pour dire les récents qui sont sortis. Ouais. Justement, j'avais une question qui reliait les deux, mais justement avec des exemples plus précis, comme par exemple un tournage sur Astérix qui a pas les mêmes enjeux de maquillage que sur The Substance. Ouais. C'est quoi la différence Je crois que mon budget maquillage sur Astérix... Oh putain, je me rappelle plus, c'est très très loin. Alors là, vous me demandez des trucs... Waouh, je me rappelle plus, mais effectivement, tu as une très très grosse différence parce que sur Astérix, tu as aussi un budget qui est lié à tout ce qui va être les moustaches, les trucs et tout. Donc ça rentre aussi dans ton budget. Et tout ça, ça grossit très très vite, ton budget. Donc je peux pas te dire exactement parce que je ne me rappelle plus sur Astérix. Vermine... Je pense que j'ai dû avoir 2000 € de budget, un truc comme ça. Ah oui. Et pour un film de 30 jours. Et parce qu'on avait des effets. Mais Vermine, on a réduit fort le truc parce que tout était... Vermine, j'adore Sébastien Vanitschek, c'est ma passion. Il va se marrer quand s'il entend ça. À chaque fois, j'ai fait une autre interview avec une fille. Elle m'avait pas fait valider le truc. Et quand j'ai vu le truc, j'ai encore dit que c'était ma passion. Non, mais c'est un super réalisateur. Ça a été justement une des plus jolies expériences. Ça a été avec Seb. Et j'adore travailler avec lui. Seb, il travaille énormément. C'est un des rares réalisateurs qui m'a... quand on s'est rencontrés, il avait un dossier de travail de 150 pages. Ah oui. Voilà. Tout extérieur au scénario, enfin juste des documents... liés au scénario pour qu'on puisse travailler. C'est-à-dire, on avait des dessins préparatoires, on avait des axes de caméra, on avait des trucs, tout, un dossier de prépa de 150 pages, sur lequel, tu vois, tu peux, avec tous les décors, les trucs et tout. Enfin, quelqu'un qui a conscience de tous les métiers, de l'importance de chacun. Il voit très bien, il respecte très très bien ton travail, il sait très bien ce que tu fais. Alors lui, il sait parce qu'en plus, le matin, il venait en loge pendant le make-up pour préparer sa journée. Donc, il voyait très bien ce qu'on faisait. Donc, il sait très bien de quoi on part, vers où on va. Donc, il sait très bien, mais il bosse. Le gars a fait 50 courts-métrages, si tu veux. Donc, il sait ce que c'est que le boulot. Avec peu de budget, avec peu de trucs. Donc, il sait très, très bien. Il connaît très, très bien tous les postes. Vraiment. Et du coup, sur The Substance, pour revenir, c'est une coproduction américaine, si je ne me trompe pas. C'est une production américaine avec une prod exé en France. Ok. Et du coup, est-ce que tu étais amené à travailler avec des Américains, par exemple Alors, on était pratiquement en crew, on n'était que en France. Toute l'équipe était française, il n'y avait que les comédiens qui étaient américains et les prods. Ok, d'accord. Donc, on n'a pas eu... on a tourné vraiment qu'avec une équipe française. Et toi, au milieu de tout ça, c'était quoi ton rôle Moi, j'étais chef maquilleuse, donc j'ai designé tous les make-up... beauté, entre guillemets, du film, nature et beauté du film. J'ai pas touché aux prosthétiques parce qu'ils sont venus avant moi. Donc sur ce film-là, j'ai pas eu mon mot à dire sur le look prosthétique. Ils avaient déjà commencé le look, ce qui est un peu étonnant, enfin ce qui est un peu rare parce que souvent on travaille en même temps. Ouais. Tu vois, et on amène le même truc. Il y a un dialogue entre vous. Il y a quand même un vieillissement sur le personnage. C'est le prothésiste aussi. Okay. Ouais, c'est le prothésiste aussi qui a fait ça, qui s'appelle Pierre-Olivier Persin, qui est un très bon copain à moi. L'atelier... il n'est pas chez 69, il a son propre atelier. Et Pop, on se connaît très bien parce qu'on a commencé ensemble pratiquement. Ok. Donc on se connaît très très bien, donc ça allait, tu vois, quand même. Mais voilà, mais normalement, tu as part, en tant que chef maquilleur, comme tu designs les looks du film, en fait, tu as part aussi avec le système création. Tu les dessines, du coup Non, tu dessines pas forcément, mais tu vas amener... En fait, ça dépend de chaque maquilleur. Il y a des maquilleurs qui dessinent, il y en a d'autres. Moi, j'ai pas fait les beaux-arts, donc je dessine pas. J'ai des potes qui ont fait les beaux-arts, elles te font des super beaux dessins et tout. Moi, je fais la tête à Toto, si tu veux. Donc, on n'est pas du tout sur le truc. Donc, je travaille plus par mood board. Donc, je vais amener des influences, des trucs. T'en parles aux créateurs des effets, tu vois, de maquillage MFX et on travaille ensemble. Mais là, tout était déjà designé quand je suis arrivée. Donc, moi, je me suis occupée juste de faire le design général et le maquillage de Demi, Margaret et tout ça sur le set. Mais j'ai créé que les maquillages beauté. Du coup, vu que ça fait quand même pas mal de temps que tu es dans le métier, tu as commencé, c'était à la pellicule. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différences dans ton travail, dans ta méthode de travail? Est-ce que le maquillage change selon si on est à la pellicule ou en numérique? Et
sur le plateau, qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette Alors, transition? le maquillage, il change. En fait, je dirais pas que le maquillage change, la technique change, mais c'est les produits qui ont évolué. Il y a certains produits, en fait, qui sont... c'est surtout la colorimétrie qui va changer. Quand tu travaillais en pellicule, en fait, tu avais des pellicules plutôt froides, ou plutôt jaunes ou plutôt chaudes. Donc, tu savais, quand tu utilisais une Fuji ou une Kodak, ce que tu faisais, tu savais comment tu devais adapter ton maquillage avec telle et telle couleur. C'était plutôt un travail de colorimétrie, si tu veux. Là, avec les numériques, en fait, on te demande plus de trouver des choses qui sont extrêmement transparentes parce que tout se voit. Pour nous, ce qui a changé, c'est que quand on était en pellicule, en fait, je trouve qu'on avait beaucoup plus de respect pour notre travail parce que tu ne pouvais pas trifouiller après. Une fois que c'est sur ta péloche, t'as pas beaucoup tu peux pas faire en sorte, et pour la lumière c'était pareil, tu pouvais pas retravailler la lumière après à l'étalonnage. Il fallait que tout soit fait sur le set. Ce que tu voyais sur le set, c'était ce qui était imprimé. Donc chacun était, tu vois, tu étais obligé de respecter le travail des uns et des autres parce que il y a que là que ça peut jouer. Voilà, c'était ça. Tu pouvais pas avoir beaucoup de marge de manœuvre derrière. Maintenant, c'est le cas, c'est-à-dire que non mais c'est bon, on verra. Je pense que la phrase que j'entends le plus sur les plateaux maintenant, c'est non mais c'est bon, c'est pas grave, on verra à l'étalo. On verra en post-prod. Ah oui. Tu sais, je dis vous avez beaucoup d'argent quoi, parce que là on voit beaucoup de choses à l'étalo quoi. Tu vois, c'est ça. Non mais on le fera en MFX. Ok, d'accord. Tu vois, mais donc ça c'est vraiment la différence flagrante, c'est ça. C'est vraiment le truc où avant, tu avais vraiment un truc où tu étais avec le chef FOP, le chef électro, avec ton réal, tout était fait sur le set. Tu pouvais pas faire après. Et maintenant, alors... Et au niveau de la technique, en fonction de la matière pellicule, il n'y a pas de... Comme en lumière, je sais qu'il faut un peu plus bombarder. Non, écoute, tu pouvais te permettre de mettre plus de trucs, mais après, c'est une technique personnelle, je pense à chaque maquilleur. Moi, j'ai jamais été dans un truc où je surmaquillais parce que je préfère privilégier les pigments et les couleurs et je trouve que c'est plus intéressant et c'est ce qui fait que ça va marquer ou pas à l'image. Donc je préfère avoir des produits qui sont assez légers mais très pigmentés. Alors c'est plus tricky à travailler, tu vois, c'est un peu plus compliqué à travailler, mais par contre ça te donne des résultats où tu vois rien, quoi qu'il arrive, quoi. C'est voilà. Okay. Le seul truc qui était un peu gênant, c'est qu'il fallait s'adapter à la pellicule quand elle était plus jaune ou plus rouge, faire des tests avant, parce que ton sang sortait pas pareil quand tu avais des trucs au sang, ou certaines couleurs ne sortaient pas pareil. Là, maintenant, avec les luttes, c'est le même principe, si tu veux, sauf qu'ils ne prennent pas le temps. Là, avant, tu n'avais pas le choix. Tu le faisais et il fallait trouver la bonne couleur parce que tu ne pouvais pas trifouiller la pellicule. Ouais. Maintenant, quand tu fais tes tests, tu fais oui, mais bon, c'est pas grave, l'étalo, tu vois. Alors que tu fais des tests, là, le dernier truc, on a fait des tests parce qu'on avait beaucoup de sang. Et du coup, la lutte était très forte et elle nous coupait c'est-à-dire que les sangs sortaient tous marrons, mais vraiment marrons. Donc on a dit non mais là il faut trouver un truc parce qu'on ne pourra pas arriver, et le sang c'est compliqué, c'est-à-dire que tu n'as pas 100 000 sangs, hein. Le sang c'est rouge, c'est au point terminé. Donc du coup là il a fallu quand même que la lutte change, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix. Je lui ai dit je sais pas quoi te dire, mais je peux pas mettre des colorants dans le sang pour qu'il soit moins marron, quoi. Tu vois, là il y a un moment parce que aussi il y a des produits techniques qu'on utilise et si tu les altères en fait ils ne fonctionnent plus. Tu vois, si tu mets des choses dans le sang, en fait, un sang qui reste, par exemple, si tu l'altères, il ne reste plus. Okay, tu vois, donc il y a des choses où on ne peut pas trop toucher, quoi. Alors nous, à chaque fois, j'ai remarqué ça, c'est qu'on est beaucoup moins respecté que les MFX. Il y a aussi une bonne part de sexisme là-dedans, hein, c'est-à-dire que tu es une fille, tu fais du maquillage. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est les MFX? Ah pardon, c'est le maquillage effets spéciaux. Okay. Oui, donc, toutes les prothèses. On va préciser juste que c'est une lutte pour les gens qui nous écoutent au cas où, parce que je sais que parfois c'est... Ah oui, pardon. Donc la lutte, c'est, enfin vous me dites si je me trompe, c'est une espèce de filtre que tu as pendant le tournage, ce qui est censé être un rendu assez proche de ce que tu auras à l'étalo. Parce que quand tu tournes, en fait, ils n'enregistrent pas toute la colorimétrie. Parce que quand on filme en log ou en flat, du coup c'est une image très décontrastée, très... Pour pouvoir la retravailler un maximum en post-production. Voilà très pâle. Voilà. C'est bon, j'ai fini ma petite intervention. Et du coup, je ne sais même plus ce que je disais. Rappelez ce que c'est les MFX. Ah oui, les MFX, c'est les maquilleurs effets spéciaux. Donc il y avait une grande part de sexisme dans ça. Ah ben là, mais mon vieux, là ça tu le sens tellement. T'es une fille, t'es maquilleuse, tu fais partie du fluffy department, tu vois, comme ça, donc il n'y a pas du tout. Et dès que les MFX arrivent, comme c'est souvent des garçons, alors là,
Là, Là, plus on est personne. pris en sérieux, Là, il n'y a plus personne Alors là, qui le bronche. chef, Ah ouais. il écoute. Non, mais là, il n'y a plus personne qui bronche. C'est un truc de foot. Et là, Ah ouais. tu dis, ah oui, d'accord, il nous faut 2h30. Ok. Ah ouais. Et justement, c'est quoi les problèmes que tu peux rencontrer le plus souvent sur un plateau avec... parce que j'imagine que tout le monde a des peaux assez différentes, enfin, un teint assez différent, une peau... J'imagine que tous les produits n'adhèrent pas aussi bien à tout le monde. Je sais pas. Ouais, en fait, alors moi, j'ai eu la chance d'avoir fait... j'ai une formation de base d'esthétique, donc je connais les peaux, tu vois, donc ça m'aide dans le travail. Mais il y a des... En fait, en fonction du matériel de maquillage que tu vas utiliser, il y a des choses qui vont tenir ou pas. Tu vois, là, pour le coup, c'est de la chimie. C'est-à-dire que si tu mets un fond de teint à base, je sais pas, aqueuse, si tu mets une huile sur la peau, tu as peu de chances qu'ils tiennent. Hein. Tu vois, l'huile et l'eau en général. Bon, voilà. Donc, il faut connaître la composition un peu de tes produits pour pas faire d'impair. Et ensuite, tu as d'autres choses. C'est-à-dire que tu es, encore une fois, tu ne fais pas ce que tu veux, tu es tributaire. Si la comédienne, elle te dit « je veux telle crème », eh ben, il va falloir que tu adaptes ton fond de teint ou tes produits FX ou tes trucs comme ça à la crème. Parce que si la crème, elle est huileuse, tu peux pas mettre de fond de teint à l'eau, par exemple. Tu vois, donc il y a plein de petits trucs techniques, machin, qui rentrent en considération. En fait, c'est plein de contraintes, ton travail. C'est toi, tu as une idée globale de ce que tu veux faire, et après, allez hop, rentrer dans le panier toutes les petites contraintes. Alors, machin, il veut ça, truc, il veut ça, elle a ça, bidule, il a ça, t'auras 10 balles pour le faire, et voilà. Et 3 minutes. Et toi, et 3 minutes. Et là, tu es là, tu fais, bon, alors. Donc, ton travail, ça va être de trouver les solutions pour rentrer dans toutes les contraintes. C'est de la débrouille sans arrêt. Alors, c'est pas de la débrouille, c'est beaucoup d'organisation. En fait, c'est beaucoup d'anticipation. Ok. Voilà. Il faut c'est pour ça que je te dis que la prépa, elle est importante, parce que c'est là où tu vas tout anticiper. Tu te dis, alors attends, là, dans cette situation, il peut m'arriver quoi ? Ça. Lui, il va vouloir ça, lui, il va vouloir ça. Là. Donc, tu vois, c'est trouver tous les systèmes et anticiper. En fait, nous, notre truc, c'est vraiment l'anticipation. Et sur le set avec les comédiens, la façon dont moi je travaille, c'est pas la façon dont tout le monde travaille, mais la façon dont moi je travaille aussi, c'est beaucoup dans l'anticipation. C'est-à-dire que je les regarde beaucoup, je vais essayer d'anticiper ce dont ils vont avoir besoin, comment ça va se passer. Tu vois une scène, par exemple, où il y a une bagarre ou un truc comme ça, d'anticiper ce qui va se passer, de se dire, oula, sors ton arnica, là, ça va taper. Tu vois, ou de te dire, appelez, dites, peut-être amener une bouteille d'eau, à mon avis, il va avoir. Ouais. Si tu cries pendant 3 plombes, prévoir qu'il y a un truc pour la gorge parce qu'il va se défoncer la voix. Ouais. Tu vois, tout ça, c'est beaucoup d'anticipation, de regarder ce qui se passe et tout. Et comment est-ce que tu organises les grosses scènes d'effets spéciaux ? Je pense notamment à la fin de The Substance, par exemple. Voilà, on a répété. Où tout le monde est aspergé de ça. Allez. Je sais pas. Bon. De toute façon, sorti à un moment. Ah oui, si. Bon, on dit pas ce qui se passe, mais à la fin, on sait ce qui se passe. À la fin, il y a beaucoup de maquillage utilisé, notamment de l'hémoglobine. Voilà. Alors ça, c'est une scène, on pouvait pas la refaire, bien évidemment, t'imagines bien, parce que... C'était one shot. Ah là, on était obligés. C'est-à-dire qu'il y a 400 figurants là-dessus, que tout le monde va être aspergé, et que du coup, t'imagines, ça veut dire que tout le monde doit passer au lavage, tous les vêtements doivent être changés, donc prévoir des changes, tout refaire, les make-up, les trucs et tout, parce qu'en plus c'est une soirée de cérémonie des Oscars, donc les gens sont pas tu vois, ils sont maquillés, ils sont apprêtés. Voilà, donc en fait on a beaucoup répété. On va faire là, comme ça, là vous criez, machin. Donc on a fait la répétition sans rien, avec tout le système, et ensuite ça a été un one shot. Avec plusieurs caméras, j'imagine. On avait, je crois, il y avait 2 caméras. Une en slide sur un rail et celle qui est en helmet cam avec la lance. Le lance. Donc voilà, et je crois que c'est ça. Je sais pas s'il y en avait il y en avait peut-être sur les côtés. Je sais plus si on était à 3 ou 4 caméras, 2 ou 4 caméras. Bon, peut-être 4. Je sais plus. Je m'en rappelle plus, c'est trop loin. Et puis moi, ma priorité principale, c'était la sécurité des gens, parce que le sang au sol, ça glisse. Les filles sont en talons. Donc heureusement, on a négocié pour qu'il y ait des cascadeurs devant, parce que sinon ça me faisait flipper. Moi, je me suis dit, mais ils vont se taper de partout, ils vont tomber, c'est ultra dangereux. En fait, c'était ça, moi, mon truc principal. Ça me faisait pas peur, tu vois, de recommencer les trucs ou quoi ou qu'est-ce. Je me suis dit, mais pourvu qu'il n'y ait pas de blessés, quoi. Ouais. Parce que vraiment, ça glisse.
Et quand il y a des grosses prothèses, est-ce que c'est toi du coup aussi qui viens remaquiller dessus pour faire des corrections? Non, moi, alors, ça c'est particulier, ça dépend. Quand tu as des grosses prothèses comme, je sais pas moi, un loup-garou, ou comme dans ce Substance, ou truc comme ça, le prothésiste a créé un truc, donc moi je le laisse faire autour. Parfois, tu as des trucs, par exemple, de vieillissement, où là, dans The Substance, on avait chacun notre petite partie de travail. Donc, moi, je faisais la partie normale et on calait les couleurs. Par contre, j'ai calé les couleurs du teint avec celle de la prothèse. Tu vois, pour certains trucs, c'est comme ça. Et parfois, tu as des trucs où tu te dis au prothésiste, il va te faire des prothèses de vieillissement, que toi, tu dis, voilà, moi, je veux tel type de vieillissement, tel truc et tout. Alors, moi, personnellement, je préfère que la personne qui a créé la sculpture vienne la maquiller, parce que je trouve ça très frustrant pour lui de venir, de donner son truc, et puis après, c'est toi qui va le faire, et si tu le fais pas bien, tu fous en l'air son travail. Donc, je trouve que c'est plus respectueux pour la personne qui a créé la prothèse de venir la maquiller. Sauf si c'est des petites blessures, tu vois, et des petites cuts et des machins, bon, ça on peut très bien le faire. Mais quand il y a une vraie recherche artistique ou une vraie sculpture dessus, importante, qui aura un impact visuel fort sur le résultat de l'image, je préfère quand même que le prothésiste vienne. Je trouve ça respectueux pour son travail. Donc, ils viennent et on peut travailler ensemble éventuellement, mais je préfère que lui finisse son travail. Je lui demande en général, je lui dis, est-ce que tu veux le finir ou est-ce que tu me laisses? Donc, en fonction de ce qu'il préfère, ils me répondent ou pas, mais voilà. Et souvent, c'est fun de travailler avec eux. Moi, j'aime bien voir leur travail aussi, donc c'est assez chouette de les avoir avec nous. Ils ont des techniques qui sont très différentes puisqu'ils travaillent sur des matières qui sont du plastique, en fait. Donc, c'est pas la même façon de travailler les trucs, donc c'est très enrichissant. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui a envie de faire du maquillage de sa vie et qui passe... Qu'est-ce que tu conseillerais pour passer de l'envie de faire du maquillage à travailler sur des productions françaises, étrangères, enfin devenir chef maquilleuse professionnelle? Et aussi, qu'est-ce que c'est être une bonne chef maquilleuse? Alors ça, c'est la question à 100 000. C'est très subjectif parce qu'on fait un métier très subjectif. C'est-à-dire qu'il y a une partie technique. Je commence par la bonne maquilleuse. Donc, il y a une partie technique où, de toute façon, la technique, tu peux l'apprendre, tout le monde l'apprend. Et la chose qui va te différencier, c'est que tu vas avoir une main particulière. Un espèce de petit truc en plus qui fait que ta technique, elle est upgradée. Et ça fait de toi une maquilleuse un peu différente. Après, c'est subjectif parce que même si tu fais le plus beau maquillage techniquement, que tout le monde reconnaît que techniquement c'est bien, il y a une partie artistique dedans. Et là, il y a une partie où les gens vont dire « Ah ouais, mais moi ça, j'aime pas. » Ou « Ça, j'aime. » Donc ça, c'est très difficile. Tu pourras jamais arriver à un 100%. Tu vois, parce que c'est pas que technique. Donc, pour moi, je trouve que c'est le plus dur à gérer, ça. Parce qu'il faut... la balance technique-artistique. Ouais, c'est ça. Et après, qu'est-ce qui fait une bonne maquilleuse? C'est pareil, c'est très subjectif, ça va dépendre des gens. Tu vois, ça va dépendre de... pour moi, une bonne maquilleuse, par exemple, ça va être quelqu'un qui allie la technique et l'artistique. Et sur un plateau, par exemple, sait très bien se comporter, tu vois, prend pas de place, fait les choses correctement, et quelqu'un de poli, d'aimable, tu vois, ça rentre dans un truc très très large. Ouais. Tu vois, il n'y a pas que la technique. Parce que, encore une fois, alors si techniquement t'es bon, c'est très bien, mais si t'es infect au niveau personnel, pour moi, ça m'intéresse pas. Ça passe au-dessus. Voilà. En fait, ça écrase tout le truc. L'humain passe au-dessus parce qu'on travaille avec des humains. Ouais. On est un groupe et on travaille avec beaucoup d'humains. Et alors, le premier truc que je dirais, c'est ne dépense pas 30 000 dans une école. Pardon à toutes les écoles. Mais franchement, encore une fois, si on veut faire du cinéma, ces écoles ne sont pas adaptées. Ça ne marche pas. Toutes les jeunes filles que j'ai vues, que j'ai pu rencontrer, on recommence tout depuis le début à chaque fois. Parce que l'enseignement n'est pas bon, en fait. Il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté pour nous. Il n'est pas adapté pour nous. Moi, je te dirais, essaye de faire une formation courte pour avoir quelques bases. Et ensuite, faire des formations techniques dans des endroits où il y a vraiment des bons enseignants. Il y a notamment une formation qui s'appelle Ornare Formation, qui est faite avec que des maquilleurs qui bossent. C'est des formations courtes, mais là, au moins, tu as des gens qui travaillent, qui savent ce que c'est le métier, qui connaissent extrêmement bien leur sujet.
Alors pour l'instant, c'est uniquement ouvert aux intermittents puisque ça passe par l'AFDAS, mais elle va probablement ouvrir bientôt un pôle où on peut bénéficier de ces formations-là avec, comment ça s'appelle là, les CPF. Ouais, le CPF. Donc ça, c'est en cours. C'est ce que je lui disais, c'est bien, mais pour celles qui n'ont pas encore leur truc, il faut qu'elles puissent ouvrir et venir là-dedans. Donc ça, c'est des bonnes formations parce que c'est des gens qui travaillent qui vous forment. Il y a des gens qui travaillent bien et qui ont beaucoup d'années d'ancienneté. Ensuite, il ne faut pas hésiter, alors ça va être le parcours du combattant, mais il ne faut pas hésiter à essayer de contacter des chefs maquilleurs. Je te dis que c'est le parcours du combattant parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, il faut travailler avec des gens. Donc, j'ai envoyé à peu près 50 lettres. Après, j'ai arrêté parce que je n'ai eu aucune réponse. Les chefs maquilleurs et maquilleuses t'ont envoyé les gens ne te répondent ton CV, personne... Okay. Parce que si tu connais, c'est un métier de cooptation. Donc, en fait, si tu viens pas de la part de machin, qui connaît le truc, qui connaît bidule, on ne te répond pas. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que moi j'ai mis 10 ans. Parce qu'en fait, je ne connaissais personne, puisque c'était pas du tout ma passion, et que j'étais pas du tout, je savais pas qui étaient les maquilleurs, ni rien. Donc quand tu envoies des CV, les gens, tu vois, c'est qui ? Une parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Donc si tu viens pas de la part de machin, de bidule, le truc, on ne te répond pas. Donc ça, c'est compliqué. Donc c'est là où c'est tricky, c'est que tu te dis, moi j'ai la volonté et le truc. Donc pareil, si vous devez envoyer un book, des photos, des trucs, faut faire attention à ce qu'on envoie. Moi, je reçois beaucoup de demandes de jeunes maquilleuses et ce que je vois sur les réseaux sociaux, je fais non, ça va pas être possible. Ça, les photos, elles sont, c'est compliqué, le travail est pas abouti. Donc, vaut mieux envoyer une photo d'un travail qu'on a fait, dont on est fier et qui est bien fait, plutôt que tout le Instagram où il y a des trucs où c'est là, waouh, tu fais non, ça va vous desservir. C'est-à-dire qu'un qui est pas bien fait va vous desservir pour tout le reste. Moi, ça m'intéressait de savoir en préparation le matin en loge, je veux dire, ou en prépa même de film, mais comment tu travaillais avec la coiffure pour adapter, pour créer une cohérence entre la coiffure et le maquillage selon ce qu'il y avait, selon les envies du réal. En fait, ça se fait avant, à la prépa, quand tu fais ton dépouillement. D'où l'intérêt d'être avec un coiffeur avec qui tu t'entends et que tu connais bien, parce qu'il faut avoir la même direction artistique. Et toi, tu vas... alors après, si c'est un film d'époque, il y a des codes. Oui. Donc ça, tu vois, à chaque époque, il y a son code et son style de coiffure. Si c'est un film contemporain, en fait... on va se parler ensemble en se disant voilà, on a le costume qui est important, c'est là où le costume te donne aussi le là, c'est-à-dire que tu vas voir les costumes, tu vas créer une coiffure. Alors en général ta coiffure elle est créée aussi par rapport au comédien que t'as, au visage, à la longueur des cheveux. Après tu peux en rajouter, en enlever et tout, tu vois, si le comédien dans The Substance l'idée c'était d'avoir des cheveux très très longs pour Margaret, tu vois, donc on rajoute des cheveux, tu fais des tests, des trucs. Si tu veux changer un visage, il y a des choses dans les structures de cheveux qui vont changer, qui vont modifier pour marquer certaines époques. Même si tu as un film contemporain qui dit la comédienne, on passe 15 ans plus tôt, tu vas changer des choses de cheveux. Moi, au make-up, je vais changer. Après, il y a des trucs techniques où elle peut m'aider. C'est-à-dire que, tu vois, en disant on rajeunit, je lui dis est-ce que tu peux est-ce qu'on peut penser à un truc de coiffure où ça vient un peu sur le visage, comme ça nous évite d'avoir les petites marques là, ça nous évite de passer en post-prod pour effacer les marques. Moi, je peux travailler en volume tu vois, créer des volumes avec les cheveux pour des ombrages, des choses comme ça. C'est un travail commun, d'où l'intérêt d'avoir un très bon binôme en coiffure avec toi, parce que tu vas être tout le temps avec lui. Si tu es en speed, le comédien est arrivé en retard, on a eu un problème sur le plateau, tu dois travailler ensemble, tu as intérêt de bien connaître le coiffeur, parce que s'il te tire le truc pendant que toi tu fais, ou qu'il n'a pas l'habitude de voir quand tu es aux cheveux, aux yeux, il ne s'arrête pas, et que, tu vois, on perd beaucoup de temps si on n'est pas en corrélation. Est-ce que tu as souvent une communication avec la script ou le script ? Oui, la script, on travaille beaucoup parce que déjà, moi, par exemple, en prépa, tu vois, pour le dépouillement, une fois que j'ai fait mon dépouillement, il y a un truc qui est essentiel pour moi, c'est la chronologie du film, parce que c'est souvent pas écrit dans le scénario. Et par exemple, si j'ai des évolutions de maquillage,
si j'ai 3 mois entre les deux temps de personnes qui n'est pas écrit dans le film, ça change beaucoup de choses pour moi au niveau de, tu vois, de l'état du comédien, de l'état de son personnage, s'il y a des blessures, même s'il n'y en a pas, tu vois, comment va évoluer mon make-up. Et ça me permet aussi, quand le réalisateur le désire, de faire des changements de look à ces moments-là. Donc j'ai besoin vraiment de la chronologie de la script, plus toutes les choses qu'elle te rappelle, parce que parfois, même si tu as tout écrit, un jour tu es fatigué, tu ne te rappelles pas, éviter de faire des faux raccords, éviter de faire des choses comme ça. Dans la compréhension, elle peut être ton amie aussi, parce que tu dis, écoute, aujourd'hui, là, j'ai des trucs, tu peux noter au rapport de script, là, j'ai un bouton qui est sorti parce qu'on a tel truc et tel bidule. Tu vas voir ton chef-op, tu lui dis à l'étalot de noter sur le rapport de script, et s'il vous plaît, faites une petite patate pour l'étalonnage. La patate, c'est quand tu floutes un peu. Alors là, ça se fait même pas en post-prod, hein, c'est à l'étalot, c'est hyper simple, ça prend à peu près 1 seconde 27 pour le faire. Tu mets un cache, terminé, hop là. Et c'est vraiment, je l'ai vu faire, donc je peux te dire, c'est vraiment pas compliqué, et ça coûte pas d'argent. C'est à l'étalot, tu vois, donc il y a des trucs que tu peux faire. J'ai eu l'expérience il y a quelques semaines. C'est un couple et la lumière, c'était juste une douche. Oh. Et ouais. Ma passion. Il y avait J'ai envie de les frapper quand ils mettent des douches. Ouais. L'actrice, elle avait des cernes et j'avais beau mettre autant d'anti-cernes. Ah non, tu peux pas. Oublie. Il faut un truc pour ramener en dessous. Mais oui, je leur ai dit, est-ce qu'on peut pas mettre un petit reflow et tout ça ? Il y a un gars, il en a mis un pour une prise, mais ça n'a pas changé grand-chose parce qu'en fait, la lumière est tellement dure. Ouais. Alors, moi, c'est encore une fois, quand ça joue dans le scénar et que c'est marqué, qu'ils sont marqués et tout le tralala, mais quand on te dit beauty shot, une meuf, et que le gars te fout un truc avec un tube comme ça, je dis, mais c'est marqué beauty shot, chouchou. Ouais. Pourquoi j'ai pas compris. Donc, okay. C'est ça qui va être compliqué. Merci beaucoup à tous les 3. Merci Stéphanie de nous avoir transmis tout ton savoir. Merci à Thomas et à Aline aussi pour vos questions avec tout le plaisir. Très pertinentes. Merci à toi. Ouais. Et on se retrouve bientôt pour découvrir un nouveau métier de l'ombre du cinéma. À bientôt, merci beaucoup.